Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, on va venir avec Laurent, on vient vous parler un petit peu d'industrialisation côté ML. Donc, nous, on va être plutôt sur un Rex. Donc, c'est un projet qu'on a mené en collaboration Sphere et Lighton. Et donc, on vient vous présenter un petit peu ce qu'on a fait ensemble. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Florent Legras, je suis Head of Data chez Sphere. Donc, je m'occupe de toute l'activité data aujourd'hui à Paris. Je vous présenterai Sphere tout à l'heure. J'aime bien le présenter plutôt à la fin qu'au début. Comme ça, on parle directement dans le dur. Et après, si ça vous intéresse toujours, je vous présenterai ce qu'on fait. Et du coup, Laurent, je te laisse te présenter. Laurent Daudet, donc je suis directeur général et cofondateur de Lighton, une start-up issue de la recherche. Dans une vie antérieure, j'étais prof de fac. Et donc, on va parler un petit peu, je pense que c'est déjà un sujet que j'ai entendu dans les autres talks, c'est la partie MLOps, d'accord? Donc j'aime bien cette stat, si vous voulez voir, donc on voit que 87% des projets de data science ne vont jamais en production. Ça fait beaucoup de pertes d'argent, beaucoup de pertes de valeur humaine, donc de sueur, de data scientists qui se sont pris la tête à faire leur modèle, etc. Et nous, bah, moi, je suis à la base un ingénieur et moi, je suis là ici pour aider justement les personnes qui vont faire des modèles à industrialiser ça et à rendre ça à travers un produit, en fait. Donc, je pense que tout le monde a déjà vu une slide qui ressemble à ça, d'accord? Où on se dit que quel est le projet machine learning, qu'est-ce qui est important? Il y a beaucoup de gens qui pensaient au départ que ce qui était important, c'est ce qui est au milieu. Et c'est vrai que c'est important et que c'était la grande part d'un projet de machine learning. La vérité, c'est qu'on est plutôt sur quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ça reste une brique importante parce que c'est le cœur de la décision, ça peut être le cœur de plein de choses, mais il y a tout un tas de choses qui doivent se passer autour, comme comment est-ce que je vais servir mon modèle, on va en parler, c'est un peu le Rex qu'on va vous faire, mais aussi comment je ramène la donnée, comment je monitore, comment je vérifie que ma donnée elle est prête, comment je réentraîne mon modèle, comment je vérifie que mon modèle il dérive pas, enfin toutes ces informations-là qui sont importantes. Le modèle en lui-même, il est important, mais c'est vraiment ça qui va faire que on va avoir un produit derrière. Et c'est dans cette approche-là qu'on a été avec Lighton, en fait. On a été compagnons sur cette partie-là, parce qu'eux sont experts dans certains modèles de machine learning que Laurent va vous présenter. Et ils avaient besoin d'aide pour industrialiser notamment la partie inférence. Se dire, bah, nous, on va faire des gros modèles de machine learning. On veut faire un démonstrateur, on veut pouvoir l'utiliser à travers une interface web pour que le grand public puisse l'utiliser. Mais ça se fait pas en claquant des doigts. C'est pas juste, je vais monter mon serveur, je vais mettre ma machine dessus, je vais mettre mon modèle, ça va marcher. Il y a toute une industrialisation, toute une partie engineering qui est importante, et donc on les a accompagnés là-dessus. Donc je vais laisser la place à Laurent pour qu'il vous présente un peu ce qu'ils font, et après je reviendrai sur la partie vraiment industrialisation côté ML. Donc, nous, à Lighton, on est une start-up spécialisée dans des briques technologiques IA qui permettent en particulier de faire du NLP, du traitement naturel du langage, et en particulier ce qu'on appelle les grands modèles de langage. Alors, je vais expliquer un peu ce que c'est que les grands modèles de langage. Imaginez que vous voulez un outil qui fasse des résumés de rapports scientifiques, par exemple. Voilà, vous voulez un outil automatique, un client vous demande ça. Donc, vous le faites façon préhistoire. En 2019, vous identifiez un modèle, vous construisez une base d'entraînement, vous réentraînez, vous faites du fine-tuning, entraînez le modèle sur cette base, vous le déployez et puis il faut vous itérez parce que c'est jamais exactement ce qu'il faut, etc. Alors ça, c'était en 2019 et maintenant, c'est magique. Maintenant, on met notre rapport scientifique, l'article qu'on veut résumer, et on demande à un modèle de le compléter en le promptant par un truc assez magique en anglais, c'est TLDR. Alors, tous ceux qui vont sur les forums savent ce que c'est que TLDR, c'est Too Long Didn't Read. C'est en gros, quand vous avez un texte long et vous avez TLDR, on vous dit en une phrase ce qu'il y a à comprendre dans le texte long.
Alors maintenant, avec ces modèles de langage, ben c'est génial parce que le modèle, il a compris que TLDR, ça demandait de faire un résumé. Et en l'occurrence, là, c'est le modèle de langage qu'on a mis en production chez nous, qui fait le résumé très bien de ce qui est écrit avant. On peut lui demander, c'est assez nouveau aussi, on interagit avec des modèles IA comme on interagit avec un humain, avec votre collègue. Et avec ces nouvelles propriétés qu'on appelle, par exemple, le zéro shot. On lui pose une question mathématique. Ici, 16 balles, la moitié sont bleues, etc. Combien il y a de balles à la fin? Si on lui pose la question tout court, le modèle fait faux. Il ne donne pas la bonne réponse. Et on lui dit, on va lui dire, ah ben, explique-moi, let's think step by step. On écrit littéralement, explique-moi pas à pas comment tu raisonnes. Et quand on demande au modèle comment il raisonne, il finit par non seulement donner son raisonnement, mais arriver sur le bon résultat. Voilà, alors ça c'était un peu anecdotique. Nous, on l'utilise, en particulier une partie des clients qui viennent nous voir, c'est pour faire de l'analyse de verbatim client, par exemple. Ça, c'est une tâche très classique en NLP. Les verbatim clients, c'est vraiment un truc, le b.a.-ba du... Et alors, on cherche par exemple à catégoriser des verbatim. Est-ce que voilà, là, c'était des verbatim, les gens se plaignent du temps d'attente ou se plaignent des dommages, etc., etc. Et quand on lui met, on le prompte en mettant quelques exemples. C'est ce qui s'appelle le few shot. On lui montre un exemple avec le commentaire et la sous-catégorie. Et après, on lui donne un autre commentaire et il trouve la bonne sous-catégorie qui va avec. Mais si on veut être, pareil, plus explainable, plus aller dans l'IA explicable, on peut lui demander pourquoi tu as raisonné comme ça? Pourquoi tu as dit que c'était temps d'attente? Donc, on lui donne l'exemple. On lui dit, le premier exemple, on écrit nous à la main ce qui est en blanc. Ce client mentionne une intervention rapide. Ce commentaire appartient donc à la sous-catégorie temps d'attente. On lui a montré un exemple de comment il fallait qu'il raisonne. Et le modèle, la deuxième fois, il explique, ah oui, c'est parce qu'il y avait pas de protection et main sale que j'appartiens à la sous-catégorie dommage, que je l'ai classifié comme ça. Donc ça va vraiment dans la génération des explainable AI. Et donc tout ça, très généralement, c'est ce qu'on appelle les nouveaux très grands modèles de langage, qui sont juste une modélisation causale du langage. On modélise, on donne une densité de probabilité sur quel va être le prochain mot dans une suite de mots, suite de tokens, de mots, etc. Donc my name, c'est un prédicteur de quel va être le prochain mot, mais extrêmement puissant parce que c'était entraîné sur des énormes bases de données et il y a beaucoup de paramètres, mais vraiment beaucoup. Donc là, derrière, c'est ce qu'on appelle les transformers, je ne vais pas revenir dessus, ce qu'on appelle les mécanismes d'attention. Le mécanisme d'attention, c'est vraiment l'architecture machine learning qui permet de lier tel mot est en relation à, le mot A est en relation avec le mot B et le mot C. Enfin, ça va faire des corrélations à 3 éléments, en fait. Donc, ça permet de vraiment aller plus loin dans la causalité entre les différents mots. Et alors, ce qu'on a observé jusqu'à présent, enfin un peu le paradigme avec lequel moi j'ai grandi en machine learning, c'est plus on met de bases d'entraînement, plus on entraîne, etc., on va avoir des rendements décroissants. Il va falloir se fatiguer beaucoup pour obtenir un petit peu plus, mettre beaucoup plus de données d'entraînement pour obtenir quelques pourcents en plus. Et alors là, depuis 2-3 ans, les chercheurs observent que, au contraire, là, il se passe des choses absolument saisissantes, où quand on fait grossir la taille des modèles, le nombre de paramètres et la taille des données d'entraînement, on a ces nouvelles propriétés qui apparaissent, comme les propriétés de zéro shot que j'ai marquées, ces propriétés de raisonnement, etc. Il y a vraiment une émergence de ces propriétés quand on est au-delà de la taille de 1 milliard de paramètres, 10 milliards de paramètres, 100 milliards de paramètres, etc. Donc, il y a eu toute une flopée, dont le plus célèbre, c'est GPT-3, qui est sorti il y a à peu près 2 ans, jour pour jour, mais qui a lancé toute une nouvelle génération de modèles de langage. Et plus généralement, des modèles sur l'image. Par exemple, vous avez peut-être vu le modèle DALL-E 2, assez impressionnant sur la génération d'images. C'est basé un peu sur les mêmes architectures. Donc, nous, ce qu'on fait à Lighton, on entraîne
Notre savoir-faire unique, c'est de savoir entraîner ces modèles-là, d'être expert en entraînement distribué très haute performance qu'on fait tourner sur certains des plus gros superordinateurs d'Europe. Ça ne tourne pas sur du cloud, hein, là, ce truc-là. Il faut vraiment louer. Les premiers essais, on les a fait sur Jean Zé, qui est le superordinateur du CNRS dans le sud de Paris, et on en a utilisé d'autres encore dans d'autres endroits. Des données d'entraînement équivalent plusieurs millions de livres, hein, enfin, en termes de taille de données, c'est absolument phénoménal. Très variés, avec différents styles, etc. Et aussi ce qu'on appelle de haute qualité, ça veut dire que c'est des contenus très informationnels et pas juste du scrap Internet qui va récupérer le pire de ce que vous pouvez imaginer dans du scrap Internet aussi. Et une API d'inférence efficace pour des prédictions rapides et robustes qui soient scalables à la demande pour les utilisations business. Alors, un exemple de comment c'est utilisé, c'est, voilà, on met ce qu'on appelle un prompt et puis le modèle va continuer. Hein. Ici, le modèle continue. Voilà, on met un prompt en disant, moi, je veux une pub Instagram pour mon resort qui s'appelle Atmosphere, qui est un hôtel sur une île aux Philippines dans lequel on fait de la plongée. Et j'aimerais que tu insistes sur les aspects scuba et sur les aspects luxury parce que c'est vraiment les points que je veux mettre en avant dans ma pub. On clique sur Create et voilà ce que ça fait. Ça vous fait les 5 lignes que vous pouvez mettre directement sur votre post Instagram. Si vous n'êtes pas confiant, il peut en générer. C'est pas déterministe, hein, il en génère autant que vous voulez. C'est basé sur un sampling aléatoire de notre modèle. Donc, on peut en générer vraiment autant qu'on veut. Et vous voyez bien que les éléments ici, il a bien repris Scuba, il a bien repris Luxury aussi dans le texte qui a été généré. On peut utiliser ça pour faire de l'analyse. C'était l'analyse de tickets clients, par exemple, où quelqu'un dit « Hey, I let my subscription lapse last month and I can't connect anymore to the platform. Can you help ?» Et là, c'est un peu, c'est pas évident de la catégoriser, ce ticket client, parce qu'il y a le mot subscription. Donc, si on a un truc basé juste sur des mots-clés, on a l'impression que c'est un problème d'abonnement. Et en fait, ce n'est pas un problème d'abonnement, c'est un problème technique. Donc, on ne veut pas parler au service commercial, on veut parler au service technique ici. Et on peut utiliser les logs probabilités pour catégoriser ce type de ticket client, par exemple. Et alors, pourquoi nous, on développe ces modèles-là en français et dans des langues européennes? Et pourquoi c'est important? Pourquoi les gens n'utilisent pas GPT-3? Parce que nos clients sont français avant tout. Et alors si vous demandez à GPT-3 où est le Mont-Saint-Michel, horreur, il dit que c'est en Bretagne. Donc, évidemment, vous savez tous que le Mont-Saint-Michel est en Normandie. Donc, nos modèles ne se trompent pas. Notre modèle allemand, par exemple, aussi, il va savoir distinguer l'autrichien de l'allemand, etc. Donc, il y a vraiment des subtilités de langage, plein de choses. Et en fait, les gens font beaucoup moins de post-processing sur le texte généré quand c'est avec un modèle qui a été nativement entraîné dans la langue que si c'est avec un modèle qui est passé par la traduction. Alors, je donne juste un exemple aussi. Si vous demandez, comptez sur la traduction, ça marche. Il y a plein de fois où ça ne marche pas. Si vous commencez à écrire le poids moyen d'un chat et vous demandez à GPT-3 de compléter, si vous êtes passé par la traduction, il va vous donner un poids en livres, il va vous donner une consommation de voiture en miles par gallon, etc. Enfin, des choses qu'on ne comprend pas, nous. Et évidemment, donc c'est vraiment important d'avoir ces grands modèles de langage qui sont en train de complètement révolutionner le NLP. C'est important de les avoir langue par langue. Voilà, donc nous, notre produit Lighton, maintenant, en 2022, depuis 2 mois, ça s'appelle Muse. C'est un SaaS par abonnement. Vous pouvez tester, même il y a un abonnement à 0 € avec quelques crédits. Vous pouvez jouer avec le Playground. Le Playground, c'est notre petit bac à sable, donc je vais faire une démo après. Il y a une API pour la mise en production, donc vraiment, vous pouvez faire des requêtes Python, JavaScript, HTTP, etc. Et on a les modèles les plus puissants du marché en français, en espagnol, en italien. On a aussi l'allemand et l'anglais. Et on va bientôt sortir notre modèle en arabe avant d'aller vers les principales langues européennes. Voilà, on fait aussi les modèles custom pour certains clients. On a des clients qui veulent nous faire différents usages. Par exemple, Your Text Guru, il fait du SEO, Search Engine Optimization. Il faut générer du texte le plus pertinent possible avec les bons mots-clés qui vous font remonter dans les rankings. Donc, c'est une aide à la rédaction de contenu orienté SEO. Itération X, ça va générer du code informatique sur une description de page web. Et Piplet, c'est une évaluation de niveau de langue. À partir de 10 lignes écrites dans une langue, moi je vous dis si vous êtes au niveau 1, A2, B1, B2, C1, C2, sur les niveaux
normalisé. Voilà, donc là, pour revenir sur la collaboration qu'on a eue avec Sphere, donc GPT-3 a été sorti en mai 2020 et tout de suite, nous, on s'est dit, nous, c'est vraiment l'opportunité, il faut qu'on fasse un modèle en français et qu'on fasse ça. Donc, on s'y est mis à fond. On a eu des heures sur Jean Zé, le supercalculateur. On a fait travailler à l'hiver 2020, printemps 2021, et c'est à ce moment-là qu'on a contacté Sphere en disant comment est-ce qu'on peut mettre à disposition déjà des clients un démonstrateur de ce qu'on appelait Pagnol. Donc Pagnol, c'était notre premier modèle en français qui, lui, n'avait que 1,5 milliard de paramètres. Donc c'est beaucoup plus petit que ce qu'on a maintenant. Mais ça nous a permis de valider le marché et de nous lancer maintenant dans les plus gros modèles. Voilà. Donc là, c'était la fin de la présentation de ce qu'on fait à Lighton. Et donc, je reprends un petit peu l'historique. Donc, une fois que Pagnol a été créé, ils l'ont entraîné et justement, il y avait cette envie de faire un démonstrateur assez rapidement. Et c'est là que nous, on rentre en jeu. En fait, je crois que le projet a duré à peu près un mois et demi. On devait créer une API, créer un petit front pour que les gens qui ont envie de tester le modèle puissent aller sur ce front, commencer à taper des choses et voir le résultat, en fait. Donc, il fallait que ça soit scalable aussi. Forcément, les notions de coût. On sait bien que quand on va avoir un démonstrateur comme ça, on ne veut pas non plus que ça nous coûte 50 000 balles par mois. Ce n'est pas le but. Donc, le but, c'est aussi d'optimiser un maximum le coût et d'avoir quelque chose qui va être extensible à la demande. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aussi avoir cet effet bad buzz de se dire regardez, Pagnol, vous pouvez le tester, on lance ça sur Twitter, il y a 10 000 personnes qui se connectent et ça plante. Ça n'aurait pas été possible. Donc pour ça, en fait, on a réfléchi à une architecture. Donc là, vous avez l'architecture logique. Le but, c'était très, très simple. Hein. On a vraiment essayé de faire le plus simple possible. Se dire, on a deux manières d'interagir avec l'outil, avec l'inférence. Ça va être une API ou un site web. Donc le site web qui va forcément passer par l'API, mais voilà. Et après, on va avoir aussi deux couches. Une qui est le batch optimizer, que je vais parler juste après, et forcément l'inférence engine. Donc vraiment, l'idée, c'était ça. On est des experts chez Sphere sur la partie GCP. Donc, naturellement, on a poussé une infrastructure autour de Google. Voilà un petit peu l'architecture détaillée que vous avez là. Donc, on a quelque chose d'assez simple. Hein. On retrouve les grandes briques. On a l'API, on a le service web. On a les users API qui peuvent directement aller coller directement l'API. Et après, on a le système d'inférence avec une base. Le but vraiment qu'on a recherché quand on a créé ça, c'est de se dire qu'on voulait vraiment que toutes les parties elles soient stateless. D'accord ? On ne voulait pas qu'il y ait d'interdépendance entre chaque pour pouvoir justement scaler maximum chaque partie à la demande. D'accord ? Donc on commence par juste le web composant. Web composant, bon, là on n'a pas été très loin dans l'UX. Hein. Le but c'était vraiment de faire un démonstrateur. Donc vous voyez que c'était une page toute simple en Vue.js et qui, derrière, lorsque l'on commence à taper le texte ici, donc on vous fera une petite démo après, ça appelle l'API derrière, ça récupère le résultat et ça l'affiche. Rien de plus simple. Derrière, on a l'API Gateway. Donc l'API Gateway, on s'est basé sur une architecture serverless. Donc on va être sur un composant qui s'appelle Cloud Run, qui est du container as a service. Donc en gros, on a containerisé ça, on a créé une API, on a mis ça sur ce composant-là. L'avantage, c'est que celui-là est totalement serverless et il est scalable. Donc en fait, si on a un appel, on va avoir une VM. Si on en a 100 000, on va avoir plusieurs VM, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui était important de pouvoir justement supporter cette charge. Donc ça, c'était ce qu'on voulait. Derrière, encore une fois, pour cette idée de stateless, c'est on a pris toutes les commandes qui arrivent et on les envoie dans un Redis pour sauvegarder ce qui se passe. Et on a fait aussi un petit système de suppression du déni de service. Donc en fait, quand il y a une requête qui arrive, on regarde déjà dans le Redis s'il y a eu combien de requêtes à partir de cette IP-là pour vérifier qu'on n'a pas un petit malin qui s'amuse à nous envoyer 50 requêtes par seconde. D'accord. Donc là, c'est juste la petite subtilité. Donc derrière, je vous ai dit, on était sur du Cloud Run. Et derrière, en fait, on va avoir ce Redis. Donc ce Redis qui nous permet de loguer tous les appels API passés et de sauvegarder pour éviter le déni de service. Derrière, on a un batch optimizer, parce que le but, c'était que si on mettait l'inférence directement en frontal,
faire une inférence directement, une requête par une requête, c'est beaucoup moins efficace que si on commençait à les batcher entre elles. Donc on a dû mettre ce système-là au milieu pour éviter que justement on ait trop de latence entre chaque et de surcharger le serveur d'inférence. Donc en fait, l'avantage de ça, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut créer ces règles pour dire, bah, en fait, en fonction de certaines règles, mon batch optimizer, il va me faire des batchs de 10, 200, de 200 requêtes, d'accord? En fonction aussi du timing, en se disant, bah, quand je reçois les requêtes, je ne veux pas avoir plus de, je sais pas, une seconde de délai avant que ma requête soit prise en charge. Donc ça veut dire que toutes les requêtes dans une seconde, on va les envoyer, etc., etc. En fait, ça offre la flexibilité de se dire comment est-ce qu'on veut gérer l'inférence. Donc comment est-ce qu'on va gérer aussi derrière, après, la scalabilité de notre serveur d'inférence. Donc ça, c'est ce qu'on a mis, et c'est basé sur Kubernetes. Et derrière, on a l'inférence engine, aussi basé sur Kubernetes, donc on est resté sur des composants classiques. Hein. L'inférence engine, bah, qui va lui prendre le modèle, le monter dans le GPU, donc il est monté non-stop, et il va récupérer ce pool de requêtes qui vient du batch inference, qui va récupérer ça, il va faire le résultat, il va le renvoyer à l'API. Rien de plus simple. Okay, et en fait, ce qu'il va faire, c'est vraiment ça, c'est de se dire, moi, j'ai un node avec un GPU, donc de tête, c'était des P100, sur lequel on a le modèle. Et l'avantage de cette architecture-là, c'est encore une fois, c'est de se dire, bah, en fait, j'ai besoin de beaucoup plus de puissance pour l'inférence. Bah, je rajoute un node, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et en fait, on est sur une architecture qui est totalement scalable. Donc, je ne vais pas vous représenter tout Kubernetes parce qu'on n'a pas le temps et je pense que vous connaissez. Mais en gros, voilà pourquoi on est passé sur Kubernetes, c'est pour nous offrir en fait cet environnement où on est capable d'avoir nos deux nodes pool, un pour le batch inférence, un pour le batch optimizer, un pour l'inférence, d'accord, et de pouvoir scaler à la demande tout en limitant les coûts. C'est-à-dire quand il n'y a rien qui se passe, en fait, on va être un minimum sur un ou deux workers. Donc vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc en gros, on a deux node pools spécifiques. Un classique avec juste du CPU, ça c'est l'optimizer, le batch optimizer, et le node pool avec les GPU pour l'inférence. Très classique. Et avec dedans, bah, l'avantage c'est de pouvoir se dire, bah, encore une fois, l'architecture Kubernetes qui nous permet de faire ça, de se dire, bah, on a d'autant plus de requêtes, bah, on va remonter des VM avec le GPU pour pouvoir avoir plus de puissance au niveau de l'inférence. Pareil, si on veut mettre à jour le modèle, bah, encore une fois, c'est cool et ça se fait de manière totalement transparente. On met à jour un modèle sur un pool et ainsi de suite. Comme ça évite les arrêts de service. Et en fait, on a la mise à jour du modèle qui se fait de manière très clean. Derrière, la monitoring, on a plusieurs manières de monitorer, mais on en a une qu'on a dû un petit peu tweaker parce qu'en fait, le modèle tel qu'il est, c'est pas trop la mémoire qui va faire que le GPU va surcharger, c'est plutôt le CPU, d'accord. Et cette métrique-là n'existe pas dans GKE. Donc on a été un petit peu malin sur ce coup-là. On a, au lieu de faire le CPU, donc le wattage de la VM, on peut pas l'avoir parce que c'est pas dans les métriques qui remontent, mais par contre la température remonte. Donc on a utilisé plutôt la température plutôt que le CPU, qui approxime pas mal en fait la charge du GPU. Voilà. Donc ça c'est juste le petit tricks. Et après, bah, on a le Google Tracing pour loguer le nombre de requêtes qu'on reçoit, etc. Donc ça, assez classique. Sur les optimisations, justement, l'autoscaler Kubernetes, on pourrait remettre, pour le moment, on a utilisé quelque chose de manuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis un autoscaler qui, justement, utilise la métrique de la température pour se dire, bah, en fait, là, je vais avoir besoin d'un GPU en plus, d'accord, pour notamment des notions de coût, en se disant, justement, on veut éviter de monter 25 VMP 100 pendant un quart d'heure, ça coûte un peu cher. Donc, du coup, on fait encore du scaling à la manière manuelle. Et après, bah, aujourd'hui, c'était sur du PyTorch sur du GPU directement. Et en fait, on pourrait utiliser une conversion en Onyx pour utiliser l'accélérateur NVIDIA TensorRT. Mais ça, c'est vraiment sur la partie vraiment optimisation du modèle en tant que tel. Alors, il y a une petite démo justement de ce qu'on a fait. Hop, et je te redonne la main, Laurent, là-dessus. Merci, très rapidement. Voilà, donc ça c'est l'interface
ça, c'est l'évolution un an après de ce qu'on a pris de Pagnol. Et c'est donc Muse, c'est le service commercial qui a été branché là-dessus. Donc, vous pouvez, une fois que vous avez créé un compte, vous arrivez sur ce qu'on appelle le Playground. Alors, le Playground, c'est là où vous rentrez du texte et puis vous appuyez sur Create et ça complète le texte. Donc, vous pouvez choisir la langue, vous pouvez choisir le modèle. Et après, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut choisir le nombre de tokens, le nombre de mots créés. Et on peut on peut aussi jouer sur les différents paramètres de sampling de notre modèle. Pour avoir il y a un paramètre qui est rigolo, c'est ce qu'on appelle le paramètre de température. C'est est-ce qu'on va aller explorer beaucoup du modèle? Est-ce qu'on va être très créatif, entre guillemets? Ou est-ce qu'on va être très contraint par le modèle de prendre à chaque fois les mots les plus probables, qui est à être un peu répétitif et un peu chiant en fait dans le contenu créé. Donc sur les applications, on peut choisir l'un ou l'autre. Je vais mettre juste un ou deux exemples. Voilà, ça c'est le truc le plus classique. Ça c'est la génération de texte. Donc là c'est très simple. C'est une phrase de Proust en l'occurrence. Et voilà. Et donc ça génère du texte qui est qui avec des phrases longues, etc. Il a compris. Il a compris que c'était du Proust, etc. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez recréer les choses. Et puis on peut jouer sur la température. Si on commence à aller à la température 1,3 par exemple, là ça va faire des choses. Il va partir plus dans le. Je le fais. Bon, hein, c'est peut-être. Bon voilà. En tout cas, ça c'est un des paramètres. Bon, ça c'est le côté. Génération du texte littéraire, c'est un peu anecdotique. Hein. Ma petite nièce s'en est servie pour faire sa rédaction, mais sinon, c'est pas tellement les applications business. Un exemple de... alors voilà, on peut faire la classification, celui-là, par exemple. Voilà, ça, c'était les commentaires clients dont j'ai parlé. On lui met quelques exemples. Et puis, à la fin, ici, il a compris à partir de quelques exemples que ce qu'on attendait de lui, ce qu'on attendait du modèle ici, il a compris et il dit ce client dit que le vin est décevant, qu'il manque d'intensité et de fruits, il exprime donc un avis négatif. Donc ça c'est vraiment typiquement de l'analyse de verbatim mais explicative et qu'on a fait vraiment en 5 minutes. On a créé un petit moteur d'analyse de verbatim avec ça. Il n'y a pas besoin d'entraîner un nouveau modèle. Ce qu'on peut faire aussi par ailleurs hein, si vous avez beaucoup de données. Voilà, mais c'était juste un exemple. Vous avez les 5 langues, je vous invite à jouer avec, c'est muse.lighton.ai. Et puis, voilà, typiquement, c'est le genre d'interface qui a été développé sur la base de ce qui avait été développé avec Sphere. Merci Laurent. Et du coup, comme vous l'avez compris, vous pouvez le tester. Hein. Allez-y, n'hésitez pas. Et juste, il me reste 3 secondes, parce que je vous avais dit que je le ferai à la fin. Donc, Sphere, très rapidement, parce qu'on a parlé de Lighton, je ne vais pas parler de Sphere. Sphere, nous, on est une boîte de développeurs. On est expert en technologie, environ 800 consultants, 7 agences, je vous passe le détail. On est expert sur les métiers autour de la data, du cloud. On a une très grosse expertise sur tous les cloud providers, en priorité Google, mais AWS et Azure aussi. Et voilà, bon, on fait 20% de croissance, etc. Mais voilà, on a une grosse force de frappe et on est présent Paris, Bordeaux, Lille, Luxembourg, Nantes, Strasbourg et maintenant Bruxelles. Voilà, et on fait pas mal d'événements aussi en interne. Et hop, je vois qu'on n'est pas là en avance, donc je m'arrête là. Session question. Je donne toujours la petite priorité. Je tente ma chance tout le temps. Côté digital, toujours pas? Non. Ah. Je t'en prie, Jean-Pierre, je vois le début. Je t'en prie. Oui, j'étais là ce matin parmi vous, là, mais là, je suis à distance. Je voulais savoir si le modèle comprenait l'ironie. Oui, il y a des choses assez saisissantes sur, effectivement, il y a des modèles qui arrivent
Alors, ça marche pas à tous les coups, hein. L'humour, hein, c'est pas quelque chose qui est totalement déterministe et totalement algorithmique, mais ça fait des blagues, ça explique des blagues. C'est pourquoi cette blague est drôle, quoi. Alors évidemment, par principe, pourquoi cette blague est drôle, c'est jamais très très drôle. Mais En fait, je restais sur votre modèle, là, sur les avis clients. Souvent, les gens disent vraiment, c'était vraiment très bien. Vraiment, je recommande. On a été accueillis vraiment d'une manière. oui, et vous avez tout à fait raison. Alors, ce modèle, il n'est pas parfait comme aucun modèle. Par contre, ça va beaucoup plus loin pour comprendre le contexte. Ce genre de choses, on est à peu près certain que les modèles ancienne génération ne vont pas le faire, vont se planter sur ce genre de commentaires clients. Et là, suivant le contexte, ça peut marcher. Donc là, on est vraiment dans les premiers modèles qui arrivent à comprendre des très grands contextes. Ce côté justement ironique, etc., ça oui, ça peut commencer à le prendre en compte. Je ne dis pas que ça va marcher dans 100% des cas, mais c'est vraiment typiquement, c'est un très bon exemple de choses que les modèles traditionnels ne peuvent pas prendre en compte. Et maintenant, avec ces très grands modèles, on commence à savoir détecter ce genre de choses. Dernière question, est-il utilisé par une entreprise actuellement, justement, sur ses avis clients? En tout cas, on discute avec beaucoup d'entreprises qui font des avis clients. Il n'est pas encore en production sur les avis clients, mais j'espère que ça ne saurait tarder. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Marcio. Merci beaucoup pour la présentation. Question possiblement, je pense qu'à Laurent. Vous avez dit là qu'avec Muse, vous avez entraîné en plusieurs langages, notamment des langages allemands et des langues latines. Est-ce que vous avez vu des différences, des performances par rapport à la langue, par exemple? Est-ce que les modèles en français sont plus rapides à répondre que les modèles en anglais? Alors, il y a une différence. Par exemple, sur ce qu'on appelle la tokenisation, qui est vraiment le truc clé, c'est quoi ton élément sémantique individuel? C'est pas le mot, en fait. Moi, j'ai simplifié dans ma présentation. J'ai fait comme si c'était un prédicteur de mots, mais c'est pas un prédicteur de mots, c'est un prédicteur de bouts de mots qu'on appelle les tokens. Et cette manière de découper une langue, c'est quelque chose qui est effectivement très dépendant d'un langage à l'autre. Et c'est pour ça aussi que les modèles qui sont... Il y a des gens qui proposent des modèles qui sont en anglais sur lesquels ils ont rajouté une couche de français, mais par ça, on est contraint à la tokenisation du modèle original. On est contraint à la façon de découper les mots à l'anglaise. Alors que là, c'est vraiment un truc qui est très spécifique par langue. Oui, il y a des spécificités. Alors, par contre, les langues européennes se ressemblent quand même beaucoup. Quand on a fait le modèle en arabe, là, c'était un peu plus amusant. Vous pensez que la langue anglaise, ça va être le plus rapide des modèles? Parce que c'est quand même C'est la plus compacte en termes de... On voit, il y a typiquement 20%, ça prend 20% moins de place pour écrire en anglais qu'écrire en français, par exemple. Est-ce que vous pensez que si on fait, par exemple, des larges sources de données, imaginons là que beaucoup de données a fait ce modèle, est-ce que vous pensez qu'il traduit après la création de les textes, ça va être plus vite qu'il fait directement sur la langue cible? C'est souvent déjà une question de qualité, avant tout, une question de qualité, l'idée d'aller directement sur la langue cible, parce que si on passe par l'anglais comme langue pivot, il y a toujours un appauvrissement, et justement toutes ces histoires d'ironie, toutes ces choses qui sont vraiment très difficiles à comprendre dans la langue, qui font toute la subtilité de la langue, c'est là où on ne peut pas passer par une langue pivot. Donc, plutôt vraiment que de parler de vitesse d'inférence, et finalement, effectivement, oui, c'est possible qu'on ait une vitesse d'inférence différente. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on a une bien meilleure qualité quand on est dans des modèles de langage entraînés nativement. Okay. Merci. Bravo pour la présentation. Quelques chiffres, la taille de votre modèle français actuel? Ah non, 10 milliards de paramètres. 10 milliards? Ouais. Et ça continue à grossir en permanence? Oui. Alors, en fait, oui, ça continue à grossir. Là, on est en train de travailler sur un modèle beaucoup plus gros. Je ne donne pas les chiffres parce que ce n'est pas public pour l'instant. Alors, il y a un sweet spot à trouver quand même, mais ça rejoint un peu d'ailleurs la question. C'est 10 milliards, c'est bien parce que ça tient encore sur une à 100. Ouais. Quand on commence à aller sur des modèles, là, par exemple, je sais pas,
Il y en a qui connaissent, il y a un modèle qui est sorti aujourd'hui open source qui s'appelle Bloom, auquel on a contribué. C'est un gros projet multidisciplinaire qui s'appelle Big Science, qui a sorti un gros modèle à 176 milliards de paramètres. Alors, il est sympa le modèle à 176 milliards de paramètres, mais il faut l'équivalent de 2 DGX pour faire l'inférence, juste pour l'inférence. Hein. Je ne parle pas de l'entraînement. L'entraînement, il a fallu janser l'extension à 100 de janser pendant 5 mois. Mais juste pour l'inférence du modèle à 176 milliards de paramètres, il faut 2 DGX. Bon, c'est quand même des coûts assez phénoménaux. Et votre modèle français actuellement, combien d'entraînement ça a demandé? Combien de temps là sur la machine spécialisée? Ça se comptait en centaines de milliers de GPU à heure. D'accord. Okay. Sur des A100. Ouais. Et ça coûte cher. Bonjour, Wenconi de BP France. J'ai vu que vous utilisez Optimizer sur les parties en France, in France. Et du coup, là, en fait, est-ce que vous utilisez une solution plutôt open source comme un Apache TVM ou c'est quelque chose que vous faites à la maison Sur le batch optimizer? Oui, c'est ça, ouais. Non, on l'a fait full custom. D'accord. Okay. On l'a fait full custom. En fait, on a fait un software qui, avec une certaine règle, en fait, on lui donne les règles et lui, après, il va juste dire, OK, je reçois tant de requêtes. Il y a le temps de réponse, forcément. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'on ait 25 requêtes et du coup attendre 10 minutes avant de renvoyer la réponse. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a un paramètre au niveau des temps de réponse. Il y a un paramètre au niveau justement des paramètres d'entrée aussi. Parce que l'avantage, c'est que sur le site web, au départ, sur Pagnol, celui qu'on avait fait, il n'y avait pas les paramètres qu'on a vus après sur Muse. Et donc, c'était tous les mêmes paramètres. Par contre, les API avaient d'autres paramètres. Donc, on essayait aussi de batcher en fonction des appels, donc récupérer les appels qui ont les mêmes paramètres ensemble. Et voilà, en fait, après, c'était une espèce de tweak en se disant combien de temps je laisse à mon optimizer pour renvoyer une réponse. Donc, c'est sûr, on avait imaginé, on a testé plusieurs paramètres, mais je crois que ce qui était pas mal en termes de charge CPU et GPU, c'était 2 fois le temps d'inférence. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on a vu dans les benchmarks et on s'est dit 2 fois le temps d'inférence, c'est le temps maximum qu'on va utiliser pour pouvoir renvoyer la réponse. Parce qu'en fait, nous, il y a une solution qui s'appelle Apache TVM qui permet de justement optimiser les parties prédiction. Même sur CPU, on peut avoir carrément 50% d'amélioration de performance seulement sur les parties prédiction. Si peut-être vous pouvez regarder ça. Je vais regarder. Il fait aussi sur la partie GPU? GPU, pas vraiment enfin 20%, 10%, mais surtout sur les parties CPU. Ok, bah, on pourra regarder ça sans problème, merci. Là, franchement, là. D'abord, c'est vraiment, je kiffe beaucoup. Surtout le fait, effectivement, de dire il n'y a pas que GP3 dans le monde, il y a autre chose. Ça, c'est vraiment typiquement français. Moi, juste une question. Est-ce que ça permet de vérifier la consistance d'un document? Je pense au système SPEC de type défense aérospatiale. Donc, en fait, il y a une armée de personnes qui écrivent donc les specs, mais après, en fait, on les vérifie presque en lisant, ou bien on les découvre quand on a commencé déjà à coder. Oui, ça, c'est effectivement des sujets qui sont encore ouverts. C'est pas évident que ça sache le faire d'une façon très factuelle. C'est vrai que c'est les modèles, c'est ce qui s'appelle les foundation models, c'est les modèles fondationnels qui, par définition, sont construits en n'ayant pas une tâche en vue. Ils sont construits, c'est des modèles de langage, et puis après, on essaie de l'utiliser suivant la façon dont on les prompte. La vérification formelle, telle que vous la décrivez, il y a des gens qui font des essais là-dessus, mais c'est pas ça reste des modèles ça reste un peu spéculatif. Je ne peux pas vous dire que ça le fait d'une façon très factuelle, au contraire, parce que ça a au contraire tendance à être plutôt créatif dans ces choses-là, donc ça va. Du double kiff. Ouais. Tu investis là? Ok, donc mise en relation LinkedIn pour que vous échangez ensemble. Volontiers.
Merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment très intéressant. Du coup, moi, j'ai une question, c'est sur la partie, est-ce que vous avez vu une sorte d'appétence quand même pour ce type de modèle lorsque vous avez fait ce test? Parce que c'est quand même on prend pas mal de risques à les utiliser. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était quand même parfois assez instable. On pouvait avoir une très très bonne réponse et après, on comprenait pas exactement ce qui se passait. On a l'impression que le modèle comprenait plus rien. Mais donc, c'était quand même très sensible. Donc, est-ce que vous avez quand même vu des clients qui prennent le risque d'utiliser ces modèles pour des cas d'usage concrets métiers? Donc, c'est quoi un peu votre retour d'expérience dessus? Ouais, alors effectivement, hein, je vous rejoins tout à fait sur le côté, il y a une évangélisation à faire. C'est des nouveaux modèles, donc il faut apprendre à s'en servir. C'est pas parce que c'est super simple, etc. La façon dont on écrit les prompts, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Donc effectivement, vous avez raison. Parfois, on écrit quelque chose et puis ça donne pas le bon résultat ou c'est pas stable, etc. Mais c'est comme tout nouvel outil. On est un peu décontenancé parce que c'est super facile à faire. On écrit en français et puis en fait, cette facilité est un peu trompeuse parce que par derrière, il y a effectivement des essais et une fois qu'on essaye, après, on arrive à des résultats robustes, mais ça peut prendre parfois du temps. Ce qu'on voit quand même, c'est que l'intérêt de ces modèles, c'est qu'on arrive à prototyper super rapidement. Donc, il y a beaucoup de gens qui c'est pas un gros investissement d'essayer et de commencer à avoir des résultats en quelques jours, alors que souvent des projets data science, c'est plutôt de l'ordre de quelques semaines. Donc on gagne quand même beaucoup de temps sur le prototypage, ce qui permet de convaincre les gens de dire, bah voilà, essayez, mettez vraiment du temps pendant 2 jours sur votre cas d'usage, mais je vous garantis qu'en 2 jours, vous saurez si il y a de l'espoir ou pas que ça marche sur votre cas d'usage. Et vraiment 2 jours, c'est rien. Parce qu'aussi, l'impression qu'on avait, c'était tout ce qui était en termes de. On avait l'impression que ces modèles n'étaient pas vraiment parcimonieux, même en termes de frugalité, sur l'exemple que vous montriez, sur le fait que finalement, on lui donne des exemples et à la fin, à chaque fois, on lui pose la question. C'est-à-dire que pour chaque prédiction, on devrait faire exactement la même chose. Ouais. Et ça implique quand même que finalement, on dépense énormément de puissance machine pour des cas où potentiellement on n'essaye pas de résoudre des choses qui sont très complexes. Donc c'est un peu. Ouais. Alors, je vous rejoins tout à fait. C'est super. Ce genre de truc en few shots, c'est super pour faire du prototypage rapide, pour voir le potentiel d'un truc. Donc ça, c'est pas grave. C'est pas quand on passe en production, après, on n'a pas forcément envie d'avoir ce genre de truc. On peut faire un modèle fine-tuné après pour passer en production. Mais par contre, pour voir le potentiel sur ces cas d'usage, ça c'est super parce qu'on donne 5-6 exemples et Bing, il a tout de suite compris en 5-6 exemples ce qu'on lui demande. Mais c'est vrai, c'est parfois trop gourmand pour passer en production sur des très gros volumes parce qu'effectivement, à chaque fois, ça veut dire que les 5-6 exemples, il va les. Mais dans ce cas-là, nous, on refait un modèle fine-tuné par-dessus. D'accord. Merci beaucoup. D'autres questions? Ah, question à distance. Non, Jean-Pierre, je crois que tout à l'heure, c'est la main qui est levée. Sauf si tu as des questions, tu ouvres le micro. Et ben donc, on a utilisé le mot, on a kiffé. Donc, je pense que un grand bravo. C'était une très, très belle présentation combinée. Merci beaucoup.